Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud pour découvrir le nouvel invité des mots et débats. Il est historien d'origine guadeloupéenne. Il s'est spécialisé dans les questions concernant l'esclavage dans les colonies françaises sous l'Ancien Régime et au temps de la Révolution. Il est également l'auteur de plusieurs essais, dont Esclavage, Métissage, Liberté, la Révolution en française en Guadeloupe, chez Grasset en 2004. Frédéric Régent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci à vous. Alors, merci d'être venu en tout cas sur notre plateau des mots et débats. Vous êtes l'auteur aussi de La France et ses esclaves, qui est sorti en 2007 chez Grasset et qui a été réédité chez Fayard en 2012. Et puis il y a eu aussi Libre et sans faire, Paroles d'esclaves français, chez Fayard en 2015. Et puis là, votre nouvelle parution, Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848, aux éditions Talendier. Eh bien, nous allons tout de suite commencer la première partie de l'émission au fil des pages. Frédéric Régent, nous sommes au XVIIe siècle, 1635. Quels habitants composent la Guadeloupe? Alors, en 1635, la Guadeloupe est habitée par des Amérindiens qu'on appelle les Caraïbes. Alors, c'est un peuple semi-nomade, c'est-à-dire qu'ils ont des jardins dans différentes îles, en Guadeloupe, en Martinique, en Dominique, et puis ils séjournent dans une île, ils pêchent, ils récoltent, alors ils cultivent surtout le manioc, qui est vraiment la plante autochtone des Antilles. Et puis, voilà, ils viennent, donc ils n'occupent pas forcément de façon permanente leur habitat. Ensuite, ces Caraïbes ont d'autres Amérindiens, d'autres peuples amérindiens qu'ils dominent, donc qu'ils placent en état de servitude. Donc voilà, ce sont ces hommes-là qui occupent la Guadeloupe en 1635, mais qui ont le contact avec les Européens depuis 1492, enfin, ou plutôt le deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493. Oui. Donc, et il y a déjà des échanges commerciaux qui se font, parce que ces Amérindiens non seulement produisent du manioc pour se nourrir, mais produisent aussi du coton, produisent aussi du tabac. Et donc, pendant tout le XVIe siècle, une partie du XVIIe siècle, il va y avoir déjà des échanges entre Européens et Amérindiens. Puis bien sûr, débarquent les premiers colons. Vous mettez en avant tout d'abord le premier colon, Monsieur de l'Olive. Quand ils arrivent, pourquoi ne prennent-ils pas exemple? Parce qu'il y a la famine, il y a les maladies tropicales. Pourquoi n'essayent-ils pas cette cohabitation avec les Caraïbes? Il y a déjà tout de suite une lutte. Alors, la lutte ne vient pas immédiatement, mais elle va venir assez rapidement. Oui. Déjà, donc l'hypothèse que j'évoque dans l'ouvrage, c'est qu'en gros, leur objectif n'était pas de s'établir immédiatement à la Guadeloupe, c'était d'aller dans une autre île qui était Saint-Christophe, oui, où les Français étaient déjà installés depuis une dizaine d'années, de prendre du ravitaillement, et puis ensuite de coloniser la Guadeloupe et la Martinique. Et a priori, il y a eu une avarie des navires, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et d'ailleurs, ils se sont installés à un des endroits les plus mauvais pour s'installer. Donc très rapidement, ils vont souffrir de famine, de faim. Et au départ, d'ailleurs, les Amérindiens les ravitaillent un peu. Et puis, ils se disent autant s'emparer de leur jardin, et c'est ce qui déclenche la guerre entre ces Français et les Amérindiens. En fin de compte, nous comprenons dans votre ouvrage, dès les premières pages, que le but de ces colons, c'est sous cette royauté, c'est en fin de compte d'installer que ces Antilles soient blanches, en fin de compte. Alors, au début, c'est de mettre en valeur du tabac. Oui. Ce qu'il faut préciser, c'est que parmi ceux qui vont qui s'installent en Guadeloupe, vous avez des gens qui viennent avec le statut de libre, c'est des gens qui appartiennent plutôt à la bourgeoisie, à la petite noblesse, et puis vous avez des gens qui sont des serviteurs, et donc qui n'ont pas eu les moyens de payer la traversée en bateau, donc
ils se soumettent à un maître et ils doivent, pendant 3 ans, travailler pour ces maîtres. C'est ce qu'on appelle les engagés. Voilà, c'est ce que l'on appelle les engagés. Donc c'est une forme de servage, parce que dans certains contrats, ils ne sont pas payés. Hein. Ils sont payés à la fin des 3 ans, une somme qui équivaut au paiement du trajet pour le retour. Ouais. Mais ils peuvent aussi s'installer. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà parmi ces Européens, ces Français qui s'installent, il y a une hiérarchie entre eux, des gens, des maîtres, d'ailleurs c'est ce nom qui est employé dans les documents de l'époque, et puis des serviteurs. Mais au départ, c'est essentiellement donc une servitude européenne pour cultiver du tabac, parce que le tabac est en vogue, le tabac se vend cher, et donc le but, c'est de produire du tabac. Produire du tabac viendra une autre culture, c'est aussi le sucre, par rapport justement aux concurrents, les Hollandais, les Britanniques. Oui, alors c'est dans un deuxième temps. Donc déjà, le tabac va connaître une crise de surproduction, parce qu'au même moment, en Virginie, en Caroline du Nord et au Maryland, la production de tabac se développe, et le tabac américain va finalement concurrencer le tabac des Antilles, et il va y avoir une reconversion qui va se mettre en place à partir de 1654 pour la Guadeloupe, et qui est liée au fait que des Hollandais qui étaient auparavant au Brésil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Hollandais ont occupé les côtes brésiliennes entre 1628 et 1654, et les Portugais, qui étaient les premiers colonisateurs européens du Brésil, ont été chassés du Brésil par les Hollandais, et puis finalement les Portugais ont pris leur revanche, ils ont chassé les Hollandais. Et un jour, il y a des navires hollandais qui arrivent au large de la Guadeloupe, et là, le gouverneur les accueille parce qu'ils connaissent les techniques de production du sucre. Alors, il y avait eu des essais pour produire du sucre, mais en gros, ils arrivaient à faire une espèce de confiture sucrée, c'était pas du sucre. Voilà, et donc ça se commercialise pas, hein, une espèce de sirop. Et avec les Hollandais, ils ont les techniques de cristallisation, et aussi les Hollandais vont apporter tout leur réseau commercial. Ce qu'il faut savoir, c'est que en toutes les années 1600, les Hollandais sont les plus grands commerçants du monde. Ils ont la maîtrise des mers. Colbert, en 1664, déclare que sur 200 navires qui vont aux Antilles, tous sont hollandais, sauf 4 qui sont français, 30 anglais. Donc voilà, il y a une supériorité des Hollandais. Ils apportent leur réseau commercial, et puis ils apportent aussi un autre élément, c'est la traite négrière. Voilà, parce que les Hollandais, ce sont au départ, ceux qui pratiquent la traite négrière, ce sont les Portugais. Hein. Ils pratiquent la traite négrière depuis 1440, ils achètent des esclaves en Afrique, puis les revendent, alors dans un premier temps, en Europe, et puis en Europe et en Amérique, et puis bientôt, plus que surtout en Amérique. Voilà. Et donc les Hollandais s'emparent donc des comptoirs Luanda en Angola, Elmina au Ghana, l'actuel Ghana, et ils vendent des esclaves. Et donc il y a des... Alors qu'au départ, la colonisation est plutôt le fait de gens quand même assez modestes, désormais ce sont des négociants, donc des marchands plus riches, qui vont investir et mettre en place donc des moulins à sucre, parce qu'il faut quand même des sommes conséquentes, et avoir recours à l'esclavage d'Africains. Alors justement, comment se mettent en place ces divisions de terres? Comment se répartissent-ils justement ces terres? Ces maîtres qui arrivent, ce sont des Normands, certains sont du Havre, de La Rochelle. Comment arrivent-ils? Ils se disent, moi c'est mon terrain, c'est à moi. Comment? Oui. Alors, dans un premier temps, comme on l'a évoqué, il faut les prendre aux Amérindiens Caraïbes. Ce qui se passe, c'est qu'en 1660, donc il y a des guerres, des conflits, et en 1660, il y a un traité qui est fait entre Anglais, Français et Caraïbes, puis il y a une répartition des îles. Donc la Guadeloupe et la Martinique seront françaises, et puis les Caraïbes vont conserver un certain nombre d'îles, comme la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Grenade, et puis les Britanniques auront
Barbade, Oui. voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, l'installation se fait de la manière suivante. C'est en gros, les colons choisissent l'emplacement qu'ils souhaitent et ils vont voir le gouverneur en disant, bah voilà, alors ils coupent un arbre à chaque angle du terrain et généralement, ces concessions font à peu près une vingtaine d'hectares et puis le gouverneur autorise la concession. Mais le concessionnaire devient réellement propriétaire s'il met en valeur, s'il cultive, s'il défriche, s'il y a des plantations sur sa terre. Sinon, il risque que cette terre lui soit confisquée et donnée à quelqu'un d'autre. Alors, la taille des concessions est donnée en fonction aussi de la capacité de la personne à avoir de la main-d'œuvre. Donc, un homme qui arrive avec 20 serviteurs, 10 esclaves, tout de suite, on va lui donner peut-être plusieurs centaines d'hectares. S'il a en plus, s'il a un titre de noblesse, on va lui donner, le gouverneur va lui donner une concession très importante. Et d'ailleurs, le gouverneur se réserve les plus grandes concessions. Et d'ailleurs, ne s'applique pas les lois qu'il veut appliquer aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, un des gouverneurs, Charles Well, s'accorde plus de 5000 hectares. Il y en a peut-être 300 qui sont mis en valeur sur les 5000. Voilà. Et donc, pour les autres, ce sont des concessions plus petites, mais vraiment données en fonction de la capacité de chacun à donc couper le bois et planter du tabac ou de la canne à sucre. Dans votre ouvrage, vous parlez... alors, il y a cette violence entre le maître et les engagés. Donc, les engagés qui partent de France pour servir pendant 3 années auprès du maître. Mais il y a aussi cette façon aussi, le maître peut abuser de ses esclaves, peut abuser de ses engagés. Comment s'instaure justement une loi pour qu'il y ait ce respect entre guillemets, entre les engagés et le maître? Alors, effectivement, le maître a quand même d'importants pouvoirs sur l'engagé, d'autant plus qu'au début de cette colonisation, c'est quand même très informel, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de... Donc, oui. Puis il ne faut pas oublier qu'une partie de ces premiers hommes qui s'installent sont des gens qui sont presque à la proximité de la piraterie. Oui. Voilà, donc voilà, c'est des gens qui, lorsqu'ils ont le pouvoir, se comportent mal avec leurs engagés. Hein. Alors, c'est toujours délicat parce que, vous savez, quand on a un témoignage, parce que là, pour le coup, les documents que l'on a, ce sont des témoignages. Vous voyez, on exagère toujours. Vous voyez, peut-être dans la réalité, les choses se passaient peut-être un peu mieux pour la majorité des engagés. Mais enfin, en tout cas, on a toute une série de témoignages qui montrent que certains maîtres abusaient de leur pouvoir. D'ailleurs, le contrat de ces engagés pouvait être revendu d'un maître à un autre jusqu'à finalement épuisement des 3 années d'engagement. En tout cas, les sources nous montrent qu'ils pouvaient être fouettés, qu'ils pouvaient être enchaînés. Et d'ailleurs, on constate une transposition des punitions qu'un capitaine de navire a le droit de faire subir à son équipage. Hein, pour ceux qui ont vu le film Les Révoltés du Bounty, on voit, voilà, un capitaine peut fouetter sans jugement, peut faire fouetter, parce que généralement, c'est pas lui qui le fait, ou mettre au fer, enchaîner les membres de son équipage. Et donc, on a dès le départ une violence qui s'installe, alors que il n'y a pas encore beaucoup d'esclaves. Hein. Oui. Et d'ailleurs, les premiers esclaves sont souvent, vous voyez, ces navires, lorsqu'ils quittent La Rochelle ou Le Havre, lorsqu'ils atteignent la Guadeloupe, s'ils tombent sur un navire qui transporte des esclaves, ils s'en emparent et puis ils capturent les esclaves et ces esclaves deviennent leurs esclaves. Voilà un peu comment cela se passe. Autres personnes qui sont réduites en esclavage, ce sont les Amérindiens. Hein, donc quand ils capturent, il y a même un commerce, il y a même les Caraïbes. Certains vont même
sur la côte amazonienne, s'emparer d'esclaves amérindiens qu'ils revendent donc aux Français. Donc voilà, il y a un besoin de main-d'œuvre, et donc toutes les main-d'œuvre sont bonnes à prendre. Ouais. Le grand bouleversement va être au moment de la mise en place donc, de la plantation, des plantations de canne à sucre, où là, finalement, ce qui va être privilégié, parce que les premiers propriétaires étaient plutôt des gens modestes, là maintenant on a des gens qui ont beaucoup de moyens, Oui. et ils font un calcul économique qui est de dire, ben voilà, un engagé, il est engagé pendant 3 ans, et un esclave, il est esclave à vie. L'engagé vaut peut-être 2 à 3 fois moins qu'un esclave, mais la servitude de l'esclave est plus longue. D'autant que ce qu'il constate, c'est que les Européens meurent beaucoup plus que les personnes d'origine africaine, mais Oui. beaucoup plus, enfin, Oui. dans des proportions très supérieures. Alors pour quelle raison ? Bien, c'est lié aux maladies tropicales, notamment malaria, fièvre jaune, donc où les populations d'origine africaine ont une certaine immunité naturelle. Et d'ailleurs, lorsque vous contractez ces maladies dans l'enfance, bon, soit vous mourrez, ou soit après, vous êtes immunisé à vie. Oui. Et donc ces Européens qui arrivent généralement il y a une vingtaine d'années, ils sont au contact de cette maladie. Alors certains survivent, il y a toujours des gens, sinon il n'y aurait pas eu de, il y aurait pas eu de maîtres européens, mais une très grande proportion est tuée. Voilà, et enfin meurt de maladie. Et donc peu à peu, l'idée va se développer que les Africains sont plus adaptés que les Européens pour servir de main-d'œuvre. Plus résistant. Plus résistants. Alors à l'époque, les connaissances médicales sont Oui. très faibles. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est la chaleur qui tue. Alors, on sait très bien que la fièvre jaune, c'est transmis par le moustique. D'autant plus que la production de canne à sucre va entraîner le développement et la prolifération des moustiques. Parce que pour produire de la canne à sucre, elle est produite dans des jarres, donc dans des chaudières d'abord, et puis après le sucre est laissé reposer et goûter dans ce qu'on appelle des formes, enfin c'est des récipients en poterie, en terre cuite. Et donc ensuite, une fois que le sucre est purgé de toutes les sirops, mélasses, eh bien il est mis dans des barils. Donc on casse ces poteries, et puis tous les tessons sont laissés un peu partout. Et ça, c'est vraiment le bonheur des moustiques. Et donc, les moustiques vont proliférer avec le développement de la canne à sucre. Donc vous voyez, et donc du coup, les Européens vont encore davantage mourir, et le choix des Africains va être fait par rapport à ce critère de résistance aux maladies. Ils ne savent pas pour quelle raison. Ils ont quand même constaté que les esclaves africains mouraient moins que les Européens. Dans votre ouvrage, il est vrai que vous, comment on appelle ça, vous faites une sorte de, pas de généalogie, mais vous présentez les grandes familles qui ont été propriétaires d'esclaves. Mais ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous êtes d'origine guadeloupéenne. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à ces propriétaires d'esclaves? Alors, il y a 2 raisons. Donc la première raison, c'est que j'avais déjà travaillé sur les esclaves, mon ouvrage La France et ses esclaves, sur les livres de couleur dans l'esclavage, métissage, liberté. Oui. Et je n'avais pas encore travaillé sur les maîtres. Et donc pour avoir une vue complète de la société, je me suis dit, il faut que je travaille sur les propriétaires. Savoir, essayer de comprendre comment ce système a pu se mettre en place. Comment ce système aussi s'est transmis de génération en génération. Et aussi essayer de comprendre, de donner finalement du matériau pour ceux qui travailleront après l'abolition de l'esclavage, pour savoir comment, dans une certaine mesure, ces hiérarchies sociales qui existaient à l'époque de l'esclavage ont pu plus ou moins perdurer. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de travaux sur les propriétaires. Les travaux qui existaient, c'était souvent une histoire d'une plantation. Donc quand on fait l'histoire d'une plantation, on raconte l'histoire du propriétaire. Mais une tentative d'histoire générale des propriétaires, ça n'avait pas été fait. Alors j'ai fait le choix, effectivement, de dresser de manière générale
voilà, un peu ses propriétaires, leur hiérarchie, et ils ne sont pas tous riches, hein. Oui. Entre celui qui possède un esclave et celui qui en possède 600, c'est pas la même chose. Celui qui possède un esclave et qui travaille aux côtés de cet esclave, c'est pas la même chose que celui qui en possède 600 et qui vit à Paris et qui... Vous avez certains propriétaires, enfin pas en Guadeloupe, hein, mais par exemple à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, qui n'ont jamais vu un esclave de leur vie. Et ils sont à Paris, ils sont à Versailles, et puis ils ont acheté une plantation, ils la font gérer par quelqu'un, et puis ils regardent juste ce que ça leur rapporte. Voilà, donc... j'ai voulu aussi non seulement dresser un tableau général, mais aussi prendre quelques exemples, quelques profils. Alors, ce n'est pas forcément les plus grandes familles, mais ce sont des exemples qui montrent un profil type. Donc, un profil type, c'est voilà, le petit noble qui est venu, puis qui finalement s'est fait une belle plantation, et puis la transmet de génération en génération à ses enfants. Vous avez aussi ces fameux engagés. Certains, en fin d'engagement, reçoivent une concession, la mettent en valeur, et puis avec peu à peu, de petits planteurs, ils deviennent moyens planteurs, puis leurs enfants deviennent grands planteurs, et parviennent à, même certains, à devenir nobles. Et puis, donc, un troisième profil de famille, eh bien, ce sont là aussi des petits planteurs, mais des gens métissés. Donc, des gens qui sont métissés dès le départ et qui finissent, certains, par passer pour blancs, et d'autres Comme la famille Kanikite. Voilà, la famille Kanikite, Oui. et d'autres qui vont rester considérés comme des hommes de couleur. Donc voilà, je voulais montrer comment, à travers les personnes, comment de génération en génération, par exemple pour les Kanikites, comment certains étaient considérés comme blancs, Oui. et d'autres finalement allaient rester de couleur. Oui. Voilà. Très bien. Alors bien sûr, il y a énormément de choses que nous apprenons. Par exemple aussi un créole. Ce qu'un créole, c'est plus le même terme qu'aujourd'hui. Parce que ce sont les créoles blancs colons qui sont d'abord des créoles. Et puis bon, il y a plein de choses comme la famille Kanikite. Nous découvrons aussi le terme d'habitation, habitant. Enfin, il y a tout un travail vraiment sur ces propriétaires d'esclaves. C'est vraiment un excellent travail. Vraiment. Merci. Eh bien, comme nous avons très peu de temps, nous allons passer à la deuxième partie d'émission, Carte sur table. Pour Carte sur table, Frédéric Réjean, vous êtes maître de conférence à Paris 1, Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Alors, c'est quoi? Vous êtes spécialisé, comme je l'ai dit au début de l'émission, dans les questions concernant l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, c'est ce que vous apprenez à vos étudiants. Quel est le profil type de ces étudiants qui sont intéressés par votre thématique? Alors, le profil type, il n'y a pas, ce sont des étudiants de Paris 1, donc... Mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt des Antillais qui... non, pas du tout. Ouais, non, c'est... Voilà. C'est tout le public des étudiants, il n'y a pas de... Alors, bon, quand il y a des Antillais ou des personnes d'origine africaine, ils ont plutôt tendance à choisir ce cours, mais bon, pas forcément, hein. Oui. J'ai une étudiante là d'origine antillaise qui a choisi de faire un master en histoire du Moyen Âge en Europe. Donc, Oui. vous voyez, il n'y a pas de... Et inversement, donc je sais pas comment, j'aime pas employer des hexagonaux, je sais pas comment, je vais pas qualifier les gens par leur couleur, Oui. qui choisissent de travailler aussi sur sur les Antilles ou sur la traite négrière. Donc alors, ceci est enseigné, hein. J'ai à peu près en L3, je crois qu'il y a 130 étudiants qui suivent un cours qui porte sur la période de la Révolution, mais à la fois dans les colonies et en France. D'ailleurs, le cours s'appelle « Des colonies à l'Europe vers une citoyenneté universelle », où je montre le processus qui s'est passé entre les années 1760 et 1804, avec trois révolutions, la révolution américaine, la révolution française et la révolution de Saint-Domingue qui débouche sur l'indépendance d'Haïti, et de montrer finalement comment, à un moment donné,
une société qui était très hiérarchisée, avec des esclaves, avec des libres de couleur, avec des gens réputés blancs, mais aussi à l'intérieur des blancs, des petits blancs, des bourgeois, des nobles, et puis des hommes et des femmes. Et comment, d'un seul coup, voilà, il y a cette idée que tout le monde doit devenir citoyen avec finalement une citoyenneté qui ne va être que masculine, Oui. et finalement une citoyenneté qui va être aussi remise en cause avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte en 1800. Donc voilà un peu, et donc on parcourt la Révolution en pensant qu'il y a aussi les colonies, parce que les colonies ont une importance. Dans les assemblées révolutionnaires, vous avez 6-7 comités importants, et un de ces comités, c'est le comité des colonies. Les colonies représentent des débats importants à cette époque-là. Et elles représentent le secteur le plus dynamique de l'économie du Royaume de France avant la Révolution. Vous êtes également président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Ça se présente comment? Il y avait quelques photos, vous étiez présent justement au Panthéon. Oui. Oui. Quel est votre rôle au sein de ce comité? Alors donc le comité a été institué il y a 15 ans. Il a été mis en place dans le cadre de la loi Taubira de 2001, donc qui instituait donc l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui. Et donc le but, c'est d'organiser les commémorations, d'encourager la recherche, d'encourager l'enseignement, d'encourager la défense du patrimoine, l'édification de lieux de mémoire, voilà, de mener cette politique. Donc nous avons comme instrument donc, un prix de thèse. Donc chaque année, une thèse est récompensée, reçoit un prix de 7 000 €. Donc cette année, en 2019, donc, pour la première fois, c'est un étudiant d'origine africaine qui a reçu le prix de thèse, donc Kwaku Bikaku, pour sa thèse sur la traite négrière sur les côtes de la Côte d'Ivoire. Nous organisons aussi un concours pédagogique national. Donc tous les établissements scolaires peuvent y participer. Alors bon, c'est les enseignants qui les inscrivent, mais c'est pas obligatoirement un professeur d'histoire géo. Ça peut être en combinaison, prof de lettres, prof d'histoire géo, prof de PS. On a eu des chorégraphies sur l'esclavage. Enfin bon, donc, et le prix est remis le 10 mai par le président de la République. Et puis donc des expositions. Donc vous avez le catalogue. Et puis l'accompagnement des associations. Voilà, mettre à disposition des associations qui veulent commémorer, qui veulent faire une action, organiser une conférence, donc des conférenciers, voilà, nos expositions aussi qui parcourent la France. Et puis aussi, oui, notre fonction, c'est de conseiller le gouvernement sur sa politique mémorielle. Donc le comité va cesser ses fonctions là dans les prochaines semaines et va être remplacé par une fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc qui sera dotée de davantage de moyens. Et voilà, donc le comité a été une étape pendant 15 ans pour construire cela. On peut voir le chemin parcouru quand même entre il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui. Par exemple, dans les manuels d'histoire de 4e, bien le premier chapitre est consacré à l'esclavage, la traite négrière, l'économie de plantation, les sociétés coloniales. Donc ça, c'est vraiment important parce que ce chapitre, enfin, vous voyez, les programmes, les professeurs sont censés d'appliquer les programmes. Bon, souvent, ils sont très lourds, donc assez souvent, on n'arrive pas au bout. Enfin, quand c'est le premier chapitre, il doit être fait. Alors des fois, je suis quand même surpris. L'autre fois, j'ai eu un retour de parents d'élèves qui me disaient qu'ils n'ont pas fait le premier chapitre. Alors là, c'est vraiment Enfin, moi, je dis, il faut signaler ça au chef d'établissement, à l'inspecteur, parce que c'est un non-respect de la loi, tout simplement. Très bien. Mais bon, c'est anecdotique, je pense. Merci beaucoup, Frédéric Régent, pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons passer à la dernière, le fameux coup de cœur. Pour ce coup de cœur, quel auteur avez-vous choisi? Oui, alors c'est...
en référence aussi à ce travail-là. Oui. Donc c'est Dominique Gonino, c'est sur l'histoire des femmes sous l'Ancien Régime. Bon, alors c'est un livre qui m'a intéressé parce que bon, c'est vrai que notre vision est souvent d'évoquer les systèmes de domination, maître, esclave. Oui. Mais à l'intérieur de ces systèmes de domination, il y a la domination homme sur les femmes. Et donc, elle montre que, finalement, au XVIIIe siècle, il se produit deux tendances. Une tendance d'émancipation un peu des femmes, qui commence à prendre la parole. Je pense à Olympe de Gouges, Oui. Théroigne de Méricourt. Mais finalement, les femmes vont perdre ce combat. Elles vont le perdre pendant la Révolution et elles vont se retrouver après la Révolution dans une situation de mineure permanente, alors qu'avant, où les choses étaient, par exemple, le Code civil va rendre la femme comme une mineure permanente, dépendante de son époux, alors qu'auparavant, sous l'Ancien Régime, par exemple, lorsqu'une femme noble avait un meilleur titre, une meilleure position dans la noblesse que son mari, eh bien son mari prenait le nom de la femme. Bon, avec le Code civil, ça devient plus possible. Oui. S'interroger aussi sur ce qui se passe pendant la Révolution, où d'un seul coup, les hommes esclaves deviennent citoyens, et puis de l'autre côté, vous avez les femmes des maîtres qui, elles, ne sont pas citoyennes. Oui. Donc voilà, c'est m'interroger sur la complexité des choses et montrer aussi qu'il faut avoir une vision globale de tous les systèmes de hiérarchie et de domination qui existent. Alors, pour terminer, pour conclure, vous avez envoyé à certains journalistes, vous avez rappelé la proposition du président Emmanuel Macron, justement, de mettre des noms dans quelques communes françaises pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais ou guinéens, pour leur rendre hommage. Vous avez envoyé un communiqué. Oui, tout à fait. Donc, le président de la République, le 15 août, a évoqué la part très importante de ces hommes dans les troupes françaises. Oui. La majorité des troupes françaises étaient formées de coloniaux, qu'ils soient d'Algérie, du Maroc, les plus connus donc du Sénégal, mais enfin de tout, du Cameroun, oui. Centrafrique, et aussi des Antilles. Par exemple, pour les Antilles, on estime qu'il y avait 4 à 5 000 dissidents, des gens qui sont partis dans les îles britanniques pour faire de la résistance. Et si on compare en France, on estime les gens des maquis entre 25 000 et 100 000. Par rapport à la population, c'est au moins 1% de la population des Antilles qui est ouvertement résistant, alors que si vous prenez la même population, c'est 10 à 20 fois moins pour les maquis en France. Donc il y a quand même eu... et finalement... On voit des choses parfois dans des communes, mais c'est assez peu dans l'espace public. Et aujourd'hui, on a quand même un défi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes d'origine malienne, guinéenne, sénégalaise, des Antillais, qui vivent en France. Et souvent, on voit les discours qui sont parfois véhiculés par certains, qui se disent, bref, que font-ils là ? Enfin, encore, c'est gentil quand je dis seulement que font-ils là. Eh bien, ce que font-ils là ? Eh bien, si les gens sont dans les rues, si cette histoire est apprise, tout le monde confondra ce que vous et moi, nous faisons ici. Parce que, on n'a quand même pas l'intention de repartir tous définitivement, même si ça peut être un souhait. Moi, j'aimerais bien retourner vivre en Guadeloupe. Mais les millions que nous sommes, je ne sais pas combien cela fait je sais pas, peut-être 7% de la population, enfin ça devient faire 4-5 millions, on restera ici. Oui. Et donc, mais aussi, c'est aussi pour nos enfants de voir qu'ils ne sont pas là par hasard, que les référents qui existent dans l'espace public, c'est pas uniquement De Gaulle. De Gaulle, sans Félix Éboué et sans toutes ses troupes, aujourd'hui, la France ne serait pas au Conseil de sécurité de l'ONU s'il n'y avait pas eu ces personnes.
Merci beaucoup Frédéric Réjean. Nous avons bien entendu votre message. Vous êtes venu aussi pour nous présenter votre ouvrage intitulé Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848, la fin de l'esclavage. Voilà, c'était aux éditions Talendier. Merci beaucoup Frédéric Merci Réjean. beaucoup. Et puis quant à vous, mes chers complices, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent comme d'habitude. À bientôt et au revoir.